Salut Jérôme, Salut Jean. un plaisir de te revoir. Ça me fait très plaisir également de partager ce moment avec toi. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'était pas vu. Tu m'avais contacté, c'était assez marrant comment les choses se sont organisées parce que j'avais cette envie en moi de vraiment me lancer dans les interviews et tu m'as contacté par rapport à l'événement de Neil Donald Walsh que tu organisais, que tu as fait venir en France et je te remercie pour ça, c'était très enrichissant. Et donc du coup, les choses se sont organisées d'une manière assez intéressante. Les interviews se sont enchaînées et enchaînées depuis justement cette interview. Tu m'as donné l'opportunité de commencer les interviews par une belle personne. Et aujourd'hui, j'ai envie de te retrouver là parce que je trouve que tu fais quelque chose d'assez extraordinaire, que très peu de personnes, ou peu ou pas du tout, font, en France du moins, qui est de faire venir de grands noms de la spiritualité en France. Et je sais que tu fais d'autres choses, mais le mieux c'est que tu te présentes et que tu décrives un petit peu tout ce que tu fais, quoi. Ouais, c'était très magique notre rencontre autour de Nil et facile. C'était magiquement facile. Et je suis très content que ça t'ait donné ce déclic d'interview. On va voir où ça va te mener. Je pense qu'il faut continuer à tirer le fil et que ça peut te mener vers d'autres dimensions de toi-même, une autre voie, une exploration différente de ton potentiel et de ce que tu as envie d'apporter aux gens. Et voilà ce que je fais. C'est exactement mon travail. Et qu'est-ce qui t'a amené à ça, au fait de vouloir faire venir certaines personnalités? Euh, le déclic, c'est que je voulais les rencontrer à titre personnel. C'est-à-dire, lorsque j'ai lu des livres qui ont eu un impact sur moi au point de me provoquer des ouvertures en moi, des sensations, une explosion de sensations et de changements de perception, je voulais savoir qui me provoquait tout ça en moi. Et ça me semble très naturel. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé pour rencontrer ces gens derrière des livres, derrière des sensations, derrière des prises de conscience, ça a été de partager cette rencontre avec le plus grand nombre. Donc au départ, vu que je viens de l'audiovisuel et du documentaire, je voulais réaliser des documentaires sur ces personnalités. Puis je me suis rendu compte que vraiment personne ne les connaissait en France. Je veux dire, je travaillais en télévision et si je parlais de Deepak Chopra, enfin les gens me regardaient avec des yeux ronds, ou alors s'ils étaient un peu curieux et parce qu'ils m'aimaient bien, ils allaient sur internet et il y avait trois pauvres occurrences qui apparaissaient, plutôt négatives. C'est tout, il n'y avait rien en français sur Deepak Chopra. Parce que la première fois que tu l'as fait venir, c'est à 6 ans de cela. Ouais, Ouais. et c'était au Grand Rex. C'est un événement assez challenging à organiser, du coup. J'avais jamais organisé d'événement et pour moi c'était évident que pour organiser un événement comme cela, il fallait en même temps qu'il se partage au maximum de gens. Et pour qu'il se partage au maximum de gens, c'était qu'il a un impact média. Donc il s'agissait de faire connaître Deepak Chopra tout en l'invitant. Et ça a marché très très bien, au-delà de mes espérances. Alors les gens ont été au rendez-vous, ça a été complet. Ce qui a été vraiment... Premier événement Grand Rex complet. Ouais. C'était le premier événement de développement spirituel en France destiné au grand public dans une grande salle parisienne. Il n'y en avait pas avant, c'était le tout premier. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup un peu partout en France, mais également au Grand Rex. Mais c'était vraiment une date pour moi, mais également pour le Grand Rex et pour le développement personnel, dans le sens où à partir de ce moment-là, ça a infusé les médias. C'est devenu naturel, en fait, de faire référence à des experts du développement personnel et spirituel. Ça a été très vite. Et pourquoi Deepak Chopra? Deepak Chopra, parce que pour moi, il était à la confluence de désirs parfois contradictoires que je portais. Ce besoin de science et de spiritualité. Ces besoins de ressentir et en même temps de connaissance. Ce besoin d'expérience à travers la méditation et en même temps ces besoins de comprendre comment marche mon cerveau. Ce besoin aussi peut-être de star,
parce que Deepak, il a rencontré toutes les personnalités influentes du monde entier. Je travaillais dans la télé, je travaille toujours dans la télé, mais du coup, j'avais besoin aussi, peut-être instinctivement, je me suis dit qu'en commençant par Deepak Chopra, ce serait peut-être pas plus facile, mais plus naturel de le porter à travers les grands médias français, même s'ils n'en avaient jamais entendu parler auparavant. Et puis surtout, ce fut un livre, le livre des coïncidences, qui pour moi a vraiment changé ma vie, parce que tout ce que je vivais à titre intuitif dans ma vie, cet enchaînement de cause à effet à travers des synchronicités auxquelles j'étais hyper sensible et qui ont créé ma vie, qui ont créé les rencontres, qui ont créé tout ce que j'ai fait. Jusqu'à ma rencontre avec Deepak Chopra, ce fut par coïncidence. Le fait que je puisse écrire une lettre à Deepak... ah oui, non, je vais expliquer comment j'ai rencontré Deepak Chopra, parce que les coïncidences, justement, on est en plein dedans. Avec Deepak. Tu as lu ce livre ? Non. Ok. Dans ce livre, Deepak explique, à travers la science, notamment la physique quantique, la réalité des synchronicités. Et à travers ça, il explique comment devenir plus sensible à ça et surtout comment favoriser ces coïncidences, cette magie des coïncidences. Parce que pour moi, la vie devient magique à partir du moment où il y a cette magie des synchronicités. Ouais. Et on en prend conscience. On en prend conscience et qu'on les vit pleinement, on se laisse aspirer par ça. Et il ne s'agit pas de les interpréter. Très souvent, les gens, quand ils vivent des trucs, ils cherchent une explication, ils cherchent est-ce que je dois prendre à gauche ou à droite, est-ce que ça veut dire que je dois continuer ou arrêter. En fait, pas du tout. C'est au contraire se laisser absorber par le vivant, par la mécanique du vivant. Et se laisser guider automatiquement. Exactement. C'est comme l'eau. L'eau choisira automatiquement le meilleur chemin. Elle n'a pas besoin de réfléchir. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est juste le signe qu'on doit continuer à se laisser à s'abandonner à la vie. Et donc à l'époque, avant de le faire venir, quelques années même avant de le faire venir, je lui ai écrit une lettre parce que j'écris beaucoup aux gens quand ils provoquent des sensations en moi, pour leur dire mes sensations. Une lettre manuscrite ? Ouais. Et puis ensuite, j'ai écrit un projet documentaire. Je lui ai proposé un documentaire. Je voulais le filmer et tout ça, et le suivre et puis le faire connaître ainsi en France. Et à la même époque, son fils qui est réalisateur, réalisait un film sur son père. Donc on m'a gentiment fait comprendre qu'il n'y aurait pas 2 documentaires sur Deepak Chopra. Je ne pouvais pas faire concurrence à son fils, qui en plus avait écrit un documentaire super intéressant, avec son point de vue de fils par rapport à le père Deepak Chopra. Et puis donc je l'ai fait connaître en France, je l'ai invité en France, donc ça a pris la forme d'une conférence. Puis aujourd'hui, 6 ans plus tard, après l'avoir fait venir pour la première fois, j'ai écrit un projet documentaire sur Deepak Chopra. Donc c'est marrant comme les choses sont venues comme ça. Ok, intéressant. Et qu'est-ce que tu as mis en place justement pour créer toutes ces synchronicités ? Et qu'est-ce que tu as mis en place pour faire en sorte que les éléments en fait s'emboîtent pour justement faire en sorte qu'ils viennent sous le tout premier ? Parce que maintenant, entre guillemets, étant donné que tu as déjà fait venir Deepak Chopra, c'est beaucoup plus simple, d'une certaine manière, peut-être, de faire venir d'autres personnalités. Non, tu penses pas ? Non, c'est jamais simple parce que je contacte toujours des personnes qui me disent non au départ. Parce que justement, ils ne veulent pas venir en France. Donc, non, ce qui est plus simple, c'est d'expliquer que je suis suffisamment solide pour pouvoir produire l'événement. Ouais. C'est ça qui est plus simple. Après, c'est comment créer le désir chez des personnalités de venir en France, de venir faire une conférence dans leur langue, traduite en français, pour un public français. Okay. Et ça, c'est pas évident. Et donc, du coup, est-ce que ces 3 personnalités que tu as fait venir, donc Deepak Chopra, Eckhart Tolle et Neale Donald Walsch, avaient le même ressenti envers la France, que c'était pas le bon moment ? Parce qu'avant qu'on fasse cette interview, on avait déjà communiqué par rapport à ça. Et tu me disais que Eckhart Tolle, il sentait que c'était pas le bon moment de venir en France. Avant de venir. Avant de venir. Est-ce que ces 3 personnalités ont eu ce ressenti-là ? Oui, c'est ça. Toutes les personnalités du développement personnel et spirituel, les figures majeures international qui ont créé ce mouvement,
en fait, font le constat de façon très naturelle que la France est en retard par rapport aux autres pays. Déjà par rapport tout simplement à l'attraction de leurs livres, qui est inférieure par rapport à d'autres pays, par rapport aux demandes d'interview, par rapport à leur notoriété. Et puis ensuite, s'ils sont déjà venus en France, ils se sont rendus compte, pour tous, qu'il y a une particularité française par rapport à la spiritualité, à la façon dont on la gère, dans la façon dont on se conscientalise en tant qu'être vivant par rapport à une divinité extérieure pour les religions ou plus intériorisée pour la spiritualité. Le rationalisme, le matérialisme, qui est très positif, me semble-t-il également, je veux dire, qui a permis aussi peut-être de créer une renaissance, de tourner la page d'une certaine façon des religions, parce qu'on a beaucoup souffert en France des religions et des guerres de religion. Et donc ça a permis d'accéder à un âge de raison. Donc c'est pas du tout, je suis pas du tout contre ça et c'est pas du tout à jeter, ils sont pas du tout contre ça non plus. Le problème c'est qu'on est allé très très loin dans cela. Et qu'on n'accepte pas en France, ou beaucoup plus difficilement que les autres êtres humains dans d'autres pays, que l'on puisse être animé par une part plus subtile, invisible, que l'on soit, qui est un champ d'information, qui est au-delà de notre volonté, au-delà de notre intellect, au-delà même de notre conscience, qui est une conscience au-delà de notre conscience, qui est un champ d'information qui nous relie tous, qui communique à travers nous et auquel on peut communiquer également à travers nos pensées, à travers ce qui se manifeste dans notre corps, nos émotions. Et qu'à travers cela, notre perception va pouvoir induire une forme de réalité dont on va faire l'expérience. Et tout ça qui est très subtil, et aujourd'hui qui commence à être démontré par la science, c'est quelque chose dont on est quasiment ontologiquement en opposition. On est fermé à cela en France. C'est beaucoup plus difficile ici de faire passer ce message-là. Ouais. Et de le faire, et d'en donner le goût, d'en donner l'expérience. Ouais, que les gens prennent l'envie d'y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est comme si en France, j'avais l'impression qu'on a besoin de le démontrer par la science pour que les gens s'y mettent. Sauf que le problème de ça, il y a beaucoup d'avantages, c'est que les gens, du coup, vont dans cette lancée-là. Mais je trouve que le problème, c'est que les gens, du coup, mentalisent. Ils ont besoin de mentaliser pour expérimenter. Alors que ça pourrait être bien de parfois juste de pleinement s'abandonner, le terme que tu as utilisé, que je trouve juste parfait, s'abandonner dans le ressenti et faire confiance à ce qu'on va ressentir plutôt que de mentaliser quelque chose pour se plonger dans le ressenti. Et c'est s'abandonner à la vie. Et ce qui fait obstacle à ça, c'est notre angoisse et c'est nos peurs. Et je comprends tout à fait, je ne suis pas du tout en train de juger les gens parce que moi je me considère comme étant la personne la plus angoissée de la Terre. Et c'est sûrement aussi pour ça que très jeune, j'ai commencé à méditer, à pratiquer le yoga adolescent. Et c'était sûrement instinctivement, alors j'ai eu la chance que ça vienne à moi, mais instinctivement, ça a été le moyen de pouvoir faire face à la somme d'angoisse et d'injonctions que l'on reçoit du monde extérieur. Et quand on se met à la méditation et au yoga, de manière générale, c'est pas par hasard. C'est qu'il y avait certaines choses qu'on expérimentait, on n'en était pas tellement satisfait et on s'est tourné vers quelque chose de différent. On a peut-être lu au préalable, ça a pu fonctionner, parfois non, parfois oui. Et au bout d'un moment, on essaie différentes choses. Et d'après ce que je sais, les gens qui testent la méditation ou le yoga, un ordre général, au bout d'un moment, ça fonctionne. Ils expérimentent des choses assez plaisantes. C'est pour ça que la plupart des gens qui s'y mettent, en général, continuent sur le long terme. Au minimum, en tout cas je le souhaite aux gens qui pratiquent, c'est de trouver la paix intérieure. Parce qu'en soi, c'est ce qu'on veut. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant parce que dans ce domaine de la spiritualité,
mais à nouveau, on mentalise. J'ai l'impression que les Français, quand je regarde le travail que je fais sur YouTube, des vidéos, ce que les gens vont plus cliquer n'est pas sur comment vivre l'instant présent, comment être heureux, comment bien se sentir. Par contre, si je fais une vidéo sur les chakras, qui existent, ces points énergétiques sont bien présents, mais ça attire beaucoup plus l'attention. Les gens sont là en mode « Ah, comment ça fonctionne, les chakras, ceci, cela ». Mais pourquoi pas, en fait, juste être présent. Parce qu'en soi, ce qu'on veut, c'est bien se sentir. C'est la finalité. Ouvrir ses chakras, les aligner, ou peu importe ce qu'on veut faire, faire monter la Kundalini, tous ces trucs-là. En soi, ce qu'on veut, à travers cette recherche d'expérience, c'est bien se sentir, être en paix avec soi. Et à nouveau, ça prouve bien, je ne sais pas comment ça se passe vraiment sur l'ensemble mondial, mais en France, par rapport à mon travail, je vois que les gens sont beaucoup plus intéressés sur les chakras plutôt que sur comment être présent. Alors que c'est plus simple de faire en sorte d'être présent que de conceptualiser et d'expérimenter différents alignements de chakras, quoi que ce soit. Parce qu'à nouveau, on mentalise trop et on se déconnecte du plus essentiel. Les gens ont besoin de techniques. Ouais. Des techniques et des étapes. Étape 1, étape 2, 3, 4. Donc il faut juste respirer, contempler, observer, ressentir. Et c'est la seule façon de se laisser traverser par le vivant. Et se laissant traverser par le vivant, pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est le seul moyen de rendre la vie magique en laissant venir les synchronicités. Laisser les synchronicités construire notre chemin. Et ensuite, on s'abandonne à cela. Et s'abandonnant à cela, on se laisse davantage traverser par le vivant. Du coup, on est davantage en paix. Et la vie devient féconde. C'est aussi apprendre à gérer notre besoin de contrôler. De contrôler les gens autour de nous, les situations, les contextes. Qu'est-ce qui crée de l'angoisse? Qu'est-ce qui crée du stress? C'est justement... Vas-y. Ouais, c'est ça. Ouais, En c'est fait, ça. de contrôler. Et c'est là qu'il y a une grosse différence entre le développement personnel et spirituel. Parce que dans le développement spirituel, c'est lâcher prise, accepter les choses. Exactement. Et dans le personnel, c'est plus changer une situation qui nous dérange, c'est-à-dire du coup la contrôler. C'est les limites du développement personnel. Ouais. Et on est en train de se rendre compte aujourd'hui justement que beaucoup de techniques du développement personnel, on a tous les outils aujourd'hui, elles ne marchent pas. Justement parce qu'elle a cette limite. Parce qu'on ne peut pas contrôler. Et notre travail est peut-être justement de vouloir cesser de contrôler. Parce que ce besoin de contrôler crée de l'angoisse, crée du stress. C'est la raison pour laquelle on veut contrôler. C'est justement parce qu'on ne parvient pas à s'adapter. Ouais, l'adaptation. C'est, il me semble Darwin qui disait que c'était la qualité numéro 1 de la survie d'une espèce. Exactement. L'adaptation. C'est pas la loi du plus fort. Ouais. C'est pas le plus fort qui survit, c'est celui qui s'adapte. Ouais. Qui arrive à changer son angle de vue, son angle d'action. Et ouais, l'adaptation. Moi, je peux le voir hein, parce que tous les jours, on est confronté à une multitude de problèmes dans peu importe notre domaine d'activité. Et si on ne s'adapte pas, ben, on met un frein au changement. Mais le changement, dans tous les cas, il va arriver. Et en mettant un frein au changement, ben, déjà, on ne met pas de frein au changement. On pense en mettre un, mais quand il est enclenché, il est enclenché. Et le meilleur moyen, c'est de le surfer. C'est comme une vague. Le meilleur moyen, c'est de surfer. C'est pas de refuser la vague. La vague, elle va se faire dans tous les cas. Qu'on se mette devant ou pas, elle va se faire. Par contre, on a le choix de la surfer ou de se la prendre en pleine figure. Et donc là, du coup, on en revient au... En fait, s'abandonner et accepter les choses, c'est surfer, c'est glisser. C'est accepter et se laisser prendre part. Et même si on n'a pas de planche de surf, au final, on va glisser avec la vague. On ne va pas se faire entraîner par elle dans le mauvais sens. Et c'est exactement la raison pour laquelle je t'ai contacté. C'est parce que c'est ce que je ressentais à travers toi, à travers tes vidéos, cette sensibilité-là, l'expérience de ça, ce vécu-là. Et c'est ça qui m'a accroché à ton travail. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité te proposer cette interview avec Neil. Ouais, c'était bien cool. J'ai vraiment apprécié ça. Et c'est venu, voilà, c'est venu comme ça. Et je trouve ça juste magnifique, comment c'est venu. Et très intéressant. Du coup, une petite question sur les relations que tu as eues avec ces différentes personnalités. Parce que, à nouveau, quand on parle de personnalité, les gens perçoivent ces personnes-là d'une certaine manière. Et quel a été du coup ton ressenti en passant plus de temps avec ces personnes-là, que ce soit Deepak Chopra, Eckhart Tolle ou Neil
comment tu ressentais les choses par rapport à... Tu sais, on a tous des préjugés sur les gens, quels qu'ils soient, et parfois ces préjugés ne sont pas... ce sont des préjugés, quoi. C'est des projections. C'est des projections. Donc, Et souvent des projections de soi, souvent de nos propres frustrations. Ce que j'ai aimé globalement dans toutes mes rencontres, pour ces trois-là, mais pour tous les autres également, ce fut que ce sont des gens, des êtres humains, profondément humains, profondément vivants. Ça a l'air stupide ce que je dis, mais c'est suffisamment rare, ce genre de rencontre, pour comprendre ce que c'est que d'être vivant, ce que c'est qu'être humain. D'ailleurs, je crois que c'est le prochain livre de Deepak. C'est justement comment augmenter notre capacité d'être humain. Et en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on est appelé à devenir de plus humain? Quel est l'avenir de notre humanité? Au sens d'être humain, pas au sens de civilisation. Intéressant. Et ça m'a profondément marqué et inspiré. Parce que c'est une construction intérieure infinie. T'es jamais arrivé. Et d'ailleurs, si tu y arrives, t'es plus humain. Donc, ce qu'il y a d'humain, c'est cette quête, c'est ce chemin, cette recherche, le fait de l'exprimer, de le ressentir, de le donner à vivre, de le partager, d'en être conscient. Et ça augmente incroyablement notre humanité et notre rapport aux autres êtres humains. Et ça a un effet sur l'humanité des autres êtres autour de soi. Et c'est ça qui est intéressant dans les rencontres. Et c'est la raison pour laquelle je ne fais pas des rencontres en ligne, que je fais toujours des rencontres physiques avec les conférences. Que j'invite en France, ce sont des personnes âgées, que j'invite en France. Et c'est ça qui est beau, parce que en tant qu'humain, notre expérience de vie, elle est limitée. Et faire venir des personnes comme ça, maintenant, on ne sait pas... Enfin, faut prendre conscience de cet aspect-là de la vie, parce que les gens, ils ne veulent pas y être confrontés à la mort. Mais ces personnes-là qui sont extraordinaires dans ce qu'elles partagent, on ne sait pas. Elles ont un corps physique, donc on ne sait pas pendant combien de temps elles sont là encore. Tout à fait. Et donc les faire venir, c'est... Enfin, pour moi, les gens devraient se déplacer. C'est un devoir pour eux. Parce que peut-être que l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, cette opportunité ne sera plus là. C'est exactement ça. C'est une opportunité de les rencontrer, mais c'est aussi une opportunité, en les rencontrant, de vivre une expérience humaine collective. Et ça, c'est un vecteur de vivant et d'humanité, d'énergie, de conscience. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre derrière, qui est incroyable et qu'on ne peut pas avoir face à un écran en ligne. Même si c'est génial, les vidéos en ligne. Même si c'est hyper important. Ça permet de... C'est un diffuseur de savoir, de connaissances et de bonheur. C'est un mainstream happiness. Tu vois, c'est super. Mais il n'y a pas cette rencontre physique par le corps. Et cet aspect-là est très très important pour moi. Peut-être parce que je suis aussi enseignant de yoga et que pour moi, l'expérience doit être vécue par mes sens, par mes sensations, s'inscrire dans mon corps. Et on peut ressentir l'énergie de la personne, autre que la percevoir physiquement. Exactement. Donc, par exemple, Neil, c'était une conversation, un partage de savoir, un partage de philosophie éventuellement, mais ça a été, je crois, surtout une expérience. Je pense j'ai pas spécialement appris grand-chose, personnellement, mais j'ai ressenti tellement de choses. Et ça, qu'est-ce qui peut me donner l'expérience de ça? À part le vivre. Il n'y a pas de substitut à ça. Et donc, c'est cet aspect d'humanité que toutes ces personnalités m'ont apporté. Après, évidemment, chaque figure a été une rencontre plus particulière parce que ça m'a permis de voir qui il y avait derrière ces personnes qui ont écrit ces livres à sensations, à expérience, à perception. Et je me suis aussi rendu compte que les gens, le public, les médias, Internet, avaient souvent une mauvaise image ou une image erronée, projetée
sur ces figures qui ne correspondent pas à la réalité de ce qu'ils sont, et je m'en suis rendu compte après, à la réalité même de leurs livres, à la réalité même de leurs messages. Et je me suis rendu compte à quel point des fans pouvaient passer à côté du message de Neil, de Deepak et encore plus Descartes. Ouais, ouais. Et les gens qui doivent revenir à une conférence, j'en suis certain, c'est le public d'écartelé. Vraiment. Bah, je me Et souviens, je le dis ça en toute amitié. parce que je me souviens de ce que tu avais dit par rapport à la conférence d'Écartelé. Ouais. Il me semble qu'il n'y a pas eu un bug au niveau de la... Non, non, je me souviens de ce que... ouais, je me souviens. Tu m'avais dit que Écartelé t'avait annoncé, si je ne me trompe pas, tu me corrigeras si c'est le cas, qu'il t'avait dit qu'une de ses conférences qu'il a vécues en tant que personne, la plus extraordinaire, c'est une conférence où il n'a pas du tout compris ce que la personne exprimait parce que c'était pas sa langue. Ouais. Durant 3 heures. Durant 3 heures. Et là, ça prouve bien en fait que les enseignements sont autres que les mots, Exactement. mais le fait d'être et de ressentir. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Par exemple, je vais prendre un exemple que je connais très bien, Deepak Chopra. Les gens projettent sur lui, par exemple, sont persuadés qu'il arrive en limousine, qu'il se déplace avec des gardes du corps, qu'il est bling-bling avec des lunettes en diamant et tout cela. C'est l'une des personnes, et je connais quand même beaucoup de gens, ne serait-ce que dans mon environnement, les plus simples que j'ai jamais rencontrés. Les plus accessibles. Non seulement il ne se déplace pas avec des gardes du corps, mais il marche comme tout le monde. Je suis allé avec lui à New York et il marche dans les rues de New York alors qu'on le reconnaît, alors qu'on parfois on l'arrête. Les lunettes, ce n'est pas des lunettes de diamant, c'est simplement ces petits-enfants qui, pour son anniversaire, ont voulu lui offrir un cadeau et qui ont dessiné ces lunettes. Et donc ces enfants ont fait ces lunettes et les strass qu'il y a sur les branches de ces lunettes, qui sont bien devenues célèbres, en fait ça représente le ciel parce qu'ils voient leur grand-père comme ayant la tête dans le ciel. Donc c'est les étoiles dans le ciel, tous ces strass. Et c'est quelqu'un d'absolument très très simple, de très très simple. Ses vêtements sont simples, sa façon d'être, de vivre, est vraiment dépouillée. Et les gens projettent une image bling-bling sur lui. C'est très très étonnant. Ouais, carrément. Et je pense que ça parle davantage des gens, de leur ressenti face au monde, de leur ressenti face à la société, de leur frustration personnelle, que je comprends, mais ça ne parle pas de la personne. Et ce serait quoi par rapport à Eckhart Tolle? Parce que j'ai l'impression que, de mon point de vue, la personne qui est la plus célèbre dans tout ce qui est spiritualité, peut-être en France, c'est... Enfin, Deepak Chopra, ça fait longtemps qu'il est dans cet environnement-là, mais Eckhart, avec tout ce qu'il a fait dernièrement, ça a pris énormément d'ampleur. Enfin, son livre, Le pouvoir du moment présent, il a vachement ouvert les esprits. Et qu'est-ce que tu penses que les gens projettent sur lui par rapport à qui il est? En un mot, Jésus. Les gens le voient comme un nouveau messie, comme un mystique qui se nourrit d'amour et d'eau fraîche. C'est tout. Je pense qu'ils n'imaginent même pas qu'il puisse respirer. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai pu recevoir comme commentaire et comme retour. Eckhart est profondément humain. C'est un enfant qui jouit de la vie, qui a eu une expérience d'éveil et d'illumination, qu'il partage, qu'il communique, dont il tire des enseignements simplement parce qu'en vivant justement, en ayant cette expérience de la vie humaine, comme nous tous, à travers son expérience d'éveil, ça lui permet de comprendre davantage le fonctionnement de la vie et la mécanique de l'être humain. C'est comme une nouvelle naissance à lui-même. Et cette nouvelle naissance à lui-même lui donne une nouvelle perception de la réalité et de la vie. Mais c'est bien parce qu'il est humain qu'il peut partager son humanité. C'est un très bon vivant, Eckhart, qui aime rire, qui aime bien manger, qui aime ce qui est bon, qui aime le bon vin. Et d'ailleurs, moi, le meilleur souvenir que j'ai passé une semaine avec Eckhart à Paris,
Et au départ, bon, son entourage faisait en sorte qu'il reste proche de son hôtel. Et le problème, c'est qu'il était dans un hôtel où il y avait beaucoup d'Américains, disons, et où il était reconnu. Et c'est vraiment pas agréable parce qu'ils le prennent comme ça et hop, j'ai changé ma vie. Et ils l'embrassent et tout ça. Et c'est parce que lui, il recherche plutôt posé. L'anonymat. Et puis pour voir, il adore marcher dans la ville. Par exemple, il adore marcher, Eckhart, donc il a besoin de marcher. Donc il a besoin de se balader et il a besoin de se balader librement. Du coup, après, je l'ai dérobé et puis je l'emmenais dans des quartiers à Belleville, Canal Saint-Martin, dans des quartiers différents. Et vivant pour le coup. Là où c'est vivant, là où il y a vraiment Paris. Et j'ai passé des moments extraordinaires avec lui à lui faire découvrir ce quartier de Paris, ces quartiers de Paris qu'il n'aurait pas découvert autrement. Et du coup, on a partagé des très bons moments ensemble, quitte à heurter tes oreilles, même en partageant une assiette de charcuterie. Voilà, écartelé. Ouais, mais c'est super intéressant de partager ça parce que ça nous fait réaliser qu'il ne faut pas avoir de suppositions sur ce qu'une personne peut être. Exactement. Ce n'est pas parce qu'une personne a changé notre vie, ce n'est pas parce qu'une personne partage des enseignements extraordinaires que celle-ci, on doit la mettre sur un piédestal ou imaginer qu'elle est comme ceci ou comme cela, qu'elle ne prend plus aucun plaisir parce qu'elle est dans la spiritualité. Enfin, c'est... Non, c'est l'inverse. Eckhart est vraiment dans le plaisir, mais tout en étant dans l'instant de ce plaisir. Ça, c'est un point super intéressant parce que beaucoup de personnes se disent prendre du plaisir, mais ils font autre chose pendant qu'ils prennent ce plaisir. Ça veut dire qu'ils ne ressentent pas pleinement ce plaisir. Alors manger, regarder une vidéo, parler avec un ami en même temps, faire une multitude de choses et en oublier tellement de ressentir la texture de ce qu'on mange, ça. le ressenti, le goût, la saveur, l'odorat, l'essence, tous les sens. Et tout ce que tu dis est très poétique. Et c'est ça qui m'a touché le plus chez Eckhart, en fait c'est un poète de la vie. Il aime la vie dans ce qu'elle a de plus subtil, de plus amoureuse à offrir. Il est très sensible à plein de petits détails. Voilà, par exemple, il adore prendre des oiseaux en photo, surtout quand ils volent. Donc il fait la chasse aux oiseaux quand ils volent. Et il regarde toutes ces photos et il les partage. Et puis en même temps, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une analyse très pointue et très profonde sur l'Union européenne, sur la politique d'Angela Merkel. C'est pas quelqu'un de coupé et hors du monde. Et il m'a appris tout ça. Il m'a appris à ne pas être dans le déni de moi-même et de ce que la vie nous offre, nous donne à vivre en tant qu'être humain. Mais au contraire de tout embrasser. Dans un équilibre, dans une justesse pour soi, dans ce qui est juste pour soi, dans ce qui nous fait plaisir. Mais d'embrasser et non pas être dans le renoncement de notre humanité. Et être dans le rejet, du coup. Ouais, c'est ça. Et puis et souvent, ça nous amène en plus à juger les autres. Et on peut très très bien être conscient de nos propres limites. La question n'est pas celle de nos limites. Il ne s'agit pas d'être hors de nos limites, hors de nos frontières personnelles, hors même de notre éthique. C'est pas ça du tout. L'idée, c'est d'être juste avec soi, ne pas être dans la frustration et d'être conscient de tout cela. C'est immensément compliqué pour quasiment 100% des gens. Avoir une conscience développée sur tous les aspects de la vie. Et à pas en rejeter certains. Mais ouais, c'est quelque chose... parce qu'on a cette idée aussi, pareil, quand on pense au bouddhisme, aux moines, du coup, qui ont une vie spirituelle, qui se mettent eux-mêmes à l'écart, d'une certaine manière, mais en soi, d'après ce que j'ai pu étudier un petit peu, je ne sais pas tous, mais je sais que certains ne le sont pas. Ils ont des ordinateurs, ils se renseignent sur la politique, pas uniquement de leur pays, mais la géopolitique, les relations qu'il y a entre pays et pays. Donc en fait, on a l'impression qu'ils sont uniquement à l'écart, et donc du coup, d'une certaine manière dans le rejet, alors qu'ils ne le sont pas forcément. Ils s'y intéressent, ils essaient de prendre du recul pour ne pas être affectés par forcément tout ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire prendre du recul, ne pas s'y intéresser et être dans l'ignorance totale. C'est juste prendre conscience
mais ne pas créer forcément une relation avec des événements plus ou moins tragiques qui peuvent se passer. Juste prendre conscience de ce qui est, ne pas se voiler la face. C'est ça. Et quelque part, c'est aussi assumer notre responsabilité individuelle en tant qu'être humain dans la marche du monde. C'est aussi ça, être conscient de ça. C'est pas être simplement conscient de nos sensations, c'est aussi être conscient de notre relation au monde, même dans le chaos du monde. Même si on n'est pas directement responsable de ça, même si les génocides passés ou les génocides qui ont lieu à l'autre bout du monde n'ont rien à voir avec moi directement. Quelle relation j'ai à ça? Ok, ça m'emmène à une question. Connais-tu Alan Watts? Désolé, non. Ok. Philosophie zen, bouddhiste. Ok. Et un peu taoïste, si je ne me trompe pas. De quelle époque? Alors ça, moi les dates... Ok. Contemporain? Il est mort? Ouais. Ok. Ouais. En gros, sa philosophie, c'est la danse de la vie. Donc on a besoin du blanc pour avoir le noir, du noir pour avoir le blanc. Donc ça veut dire que tous ces conflits, toute cette haine qu'il peut y avoir, toute cette souffrance, d'une certaine manière, elle fait partie de la vie et elle en fera toujours partie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'on ne changera pas le monde. Effectivement. Et je ne suis pas sûr d'être intéressé à cela en tant que transformer le monde. En revanche, on peut se transformer soi. C'est le seul impact qu'on puisse avoir. Tout en se transformant soi, en ayant conscience de notre relation au monde, on peut avoir un impact sur le monde. Ce qui amènerait effectivement une forme d'évolution de l'humanité. Néanmoins, je pense que la destruction est une composante essentielle de la vie. Que la mort est très utile à la conscience de la vie. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on n'échappera jamais à la mort. Peut-être qu'un jour, on pourra arriver à une évolution du vivant et de l'humanité ou de la conscience, sous cette forme ou sous une autre forme, qui nous amènerait à une autre forme d'expérience de la vie, de la destruction, de la mortalité. Ouais, parce que c'est comme si... Moi, j'ai toujours cette image de la feuille qui tombe de l'arbre. Donc, une feuille qui tombe de l'arbre, elle est plus nourrie par l'arbre. Donc, il y a une session. Je sais pas comment... Je pense qu'on dit ça, une session, j'imagine. Donc, du coup, il y a la mort de la feuille, parce qu'elle tombe. Mais en tombant sur le sol, il y a une autre connexion qui se fait. Et elle se transforme. Et elle se transforme vers cette connexion. Sauf que nous, j'ai l'impression qu'on perçoit, du coup, notre mort comme étant la fin de quelque chose. Ouais. Et on ne se dit pas qu'il y a peut-être une transformation qui émerge. Alors, il y a aussi ce paramètre. Le fait qu'on appartienne à quelque chose de beaucoup plus grand que ce que l'on peut percevoir avec nos 5 sens, à travers notre expérience d'être humain sensoriel. Ça, c'est sûr. Qu'il y a ce champ beaucoup plus vaste et qu'effectivement, de toute façon, même en tant que matière, on est appelé à se transformer. Et qu'en tant qu'information énergie, on vit cette transformation. Et que cette transformation, ces cycles de transformation sont immortels. Ils appartiennent aux vivants. Et d'une certaine façon, la mort n'existe pas, d'un point de vue physique. Puisque ce qui nous compose, cette énergie-information qui nous compose, dans les atomes, est immortelle. Donc, de toute façon, on appartient à un cycle du vivant. Mais après, en tant qu'expérience de la réalité, peut-être qu'on sera amené un jour à vivre une autre perception de cette réalité, nous amenant à une autre expérience et donc à d'autres formes de cycles. Peut-être qu'on pourrait échapper à tout cela, parce qu'on vivrait des choses beaucoup plus subtiles. En tout cas, certains textes en dressent l'appel, peut-être pour créer le désir en nous de faire vivre cela, cette évolution. Peut-être qu'un jour, collectivement, on pourrait vivre cela. Ou alors, une autre voie possible est celle d'une destruction totale, physique, qui nous amènerait ensuite à une transformation, à quelque chose d'autre, à une renaissance physique, ou pas.
Comme ce qui s'est passé avec les dinosaures quand on y pense. Ouais, c'est ça. Il y avait du physique, tout ça a été détruit, C'est ça. et un autre physique a émergé. Exactement. Une autre conscience qui a donné une autre forme physique et une autre construction du vivant. Pour changer de registre, j'ai pu m'apercevoir que tu avais beaucoup de persévérance pour faire venir ces personnes-là. Notamment par rapport à ce que tu m'avais partagé sur Écart Tolle. Donc, est-ce que tu veux nous partager comment tu as fait pour faire venir? Parce que je trouve que cette dynamique d'accepter le refus, mais ne pas le prendre comme étant définitif, Ouais, c'est ça. je trouve ça juste extraordinaire parce que beaucoup de personnes dans des projets, donc là on change un peu de registre, mais dans des projets qu'ils peuvent avoir personnellement ou professionnellement, ils prennent un nom comme étant un nom définitif, sans réaliser que le nom d'aujourd'hui ne veut pas dire nom demain. Et je pense que tu as pu expérimenter quelque chose d'extraordinaire qui vraiment illustre ce que la persévérance est. Donc est-ce que tu veux nous partager un petit peu par rapport à Écart Tolle? L'expérience, c'est que le nom n'est qu'un nom de l'instant présent. C'est ça, c'était la leçon que j'ai apprise en fait. Et ça faisait très très longtemps, ça faisait des années et des années que je voulais inviter Écart Tolle en France. Et à chaque fois on me disait non, mais vraiment pas intéressé, pour différentes raisons qu'on a évoquées. Mais vraiment, il n'y avait aucun intérêt pour Écart et son équipe. Quand je dis son équipe, en réalité c'est toujours Écart, pour venir en France. Donc j'avais tout le temps des noms. Et puis, la première fois, j'étais très très déçu parce que je ne voyais pas pourquoi. Enfin, ça ne me semblait pas logique. Et puis, j'ai régulièrement, quand je dis régulièrement, peut-être tous les trimestres, réécrit pendant des années une lettre à un contact, au même contact. Parfois un autre contact qui me renvoyait vers le même contact. Et à chaque fois, j'affinais aussi mon projet. C'est-à-dire ça devenait plus construit, plus solide, plus précis. Mon engagement devenait aussi différent. Je ne faisais pas des copier-coller de mon mail. J'écrivais ce que je ressentais à cet instant-là, tout en étant très très solide au niveau professionnel. Ces noms, j'ai appris à les gérer. C'est-à-dire à faire en sorte que ce soit des noms de l'instant. Mais que ce sera... Et vu que je l'avais déjà, le nom, c'était à moi d'avoir un oui, plus tard. Donc c'est pour ça que je revenais. Je ne pouvais qu'avoir un oui, puisque le non, je l'avais déjà. Et j'ai poursuivi ainsi. Et Pendant puis combien de temps? 5 ans. Donc 5 ans, tous les trimestres. Ouais. Et puis d'un seul coup, ça s'est accéléré. C'est-à-dire c'était un peut-être. Et quand j'ai eu le peut-être... C'est le pied dans la porte. Ouais. Et là, ça a mis 6 mois pour avoir un oui, mais j'ai dû être très solide à ce moment-là. Ça n'a pas été si facile. C'était peut-être encore plus difficile à cet instant-là de décrocher le oui, après le peut-être. Mais j'ai eu les oui. Et s'il devait y avoir j'imagine qu'il va y en avoir un, est-ce que tu as une idée de la prochaine personne internationale que tu aimerais faire venir en France? Si tu peux nous le dévoiler. Bah, je ne peux pas dire son nom. Okay. C'est une personne qui m'a dit non. Une personne qui t'a dit non. Okay. Et elle dira oui. Dans combien de temps? Ça, on verra. Ok. Dans ton état d'esprit, qu'est-ce qui a changé entre le avant et le après de toutes ces rencontres que tu as faites avec ces personnalités que tu as fait venir? C'est très dur pour moi de parler de cela parce que c'est quelque chose d'intime, en construction et de très fort. Le premier mot serait la libération. Ça me libère énormément. Je ressens une ouverture en moi. C'est très physique. C'est dans mon corps, dans mon cœur, dans mes sensations, la façon dont mes sensations circulent, ma perception de la vie et du vivant, c'est-à-dire toutes ces personnes avec qui j'ai passé du temps et que j'ai rencontré, toutes ces personnalités qui sont considérées comme des maîtres et qui sont des maîtres, d'une certaine façon, m'accompagnent tout le temps. C'est-à-dire,
je suis dans mon corps, je suis dans l'expérience de la vie, et parfois je vais percevoir quelque chose en résonance avec ce qu'une personne m'a dit. Et je comprends mieux, et du coup ça s'ouvre davantage en moi, et ça circule davantage. Du coup c'est très très riche. Je suis très riche de toutes ces rencontres, parce qu'elles sont vivantes en moi. À travers toi. Ouais, elles sont vivantes en moi. Et elles continuent de travailler en moi et de m'ouvrir. Donc je me sens à la fois beaucoup plus libre, plus ouvert, plus conscient, moins conditionné, plus solide, plus confiant, faisant l'expérience de moi en tant qu'être humain, tel que je me suis incarné et tel que j'ai choisi de vivre, ou tel que la vie a choisi de me laisser vivre, ce qu'elle me donne à vivre. Je fais l'expérience de cela de façon beaucoup plus intense. Si bien que, et c'est là le cœur de cet état d'esprit qui a changé, je sais une chose, de façon très solide, c'est pas quelque chose d'intellectualisé ou de mentalisé. J'en ai fait l'expérience. Que quoi qu'il arrive, absolument quoi qu'il arrive, tout se passera bien. Quoi qu'il arrive. Même si le pire arrive. Même si ce qu'on ne veut pas arrive. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi la suite. Tout se passera bien, quelle que soit la suite. Et juste pour revenir sur sur les personnalités qui t'accompagnent, il y a quelque chose que j'ai pu expérimenter, que je ne mets pas forcément trop en pratique, mais ça m'a automatiquement fait penser à ça. Quand tu as dit qu'elle t'accompagne, donc c'est à travers une certaine image mentale, c'est que je me souviens, quand je regardais, je le fais plus régulièrement, mais ça me fait penser que je devrais le remettre en pratique. Ça dépend des personnalités. Moi, il y en a deux qui ont changé ma vie, sur différents aspects. Krishnamurti. Donc quand je regarde son visage, je pense vraiment à chercher plus loin que ce que je vois. Genre, je m'arrête et je regarde derrière. J'essaie de voir derrière la réalité que je perçois. Il y en a une autre, c'est Yogi Bhajan, donc le master de Kundalini Yoga. Et quand je le vois, je sais pas, ça émane de la présence en moi, à travers son image. Et donc du coup, ça m'a fait penser à ça. Et c'est sûrement une des raisons pour lesquelles tous ces grands maîtres dont on a parlé ont très régulièrement, si ce n'est pas tout le temps, une image d'un de leurs maîtres ou de leur maître à côté d'eux, sur une chaise parfois, ou dans leur poche, dans leur porte-monnaie, mais ils ont cette image de ce maître-là qui leur rappelle en fait l'essence même de qui ils sont. C'est quelque chose qu'il faudrait peut-être que je remette en place. Donc merci pour ça. Merci Jean. Je te posais la question, comment être heureux selon toi? Quelles seraient les choses pour se sentir bien? Question que j'aime bien poser. La première étape pour être heureux, selon moi, c'est déjà d'être conscient de ce qui nous apporte du plaisir. Ne pas être dans le jugement de ce qui nous apporte du plaisir. De ne pas être dans la critique de ça. D'accepter, sans jugement, toutes nos sources de plaisir, absolument quelles qu'elles soient. Parvenir à cet état d'acceptation de toutes nos sources de jouissance, de tous nos centres d'intérêt. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est comment rendre ces sources de plaisir intéressantes. Comment je peux les transformer, surtout si elles sont illégales, par exemple. Par exemple, je sais pas, j'aime fumer du cannabis, c'est pas légal. Bon, c'est une source de plaisir, qu'est-ce que j'en fais de ça? Mais c'est néanmoins une source de plaisir et je ne sais pas gérer ma dépendance à ça, je ne sais pas gérer ça. Comment je pourrais transformer ça pour en faire quelque chose d'intéressant et même un projet de vie de ça, qui m'amènerait à arrêter de fumer. Et je crois que mon message par rapport à l'expérience que j'ai de la vie, c'est ça. C'est que je n'ai aucun hobby dans la vie. Tous mes hobbies sont devenus des projets. Donc, j'aimais le yoga, je suis devenu prof de yoga.
J'aimais la télé, j'ai travaillé en télé. J'aimais regarder la télé, donc j'ai travaillé en télé. Après, j'aimais regarder des documentaires, j'ai réalisé des documentaires. C'est comment toutes tes sources de plaisir, tu peux les transformer en projet de vie, en projet de travail, si bien que tu n'aies plus jamais la sensation de travailler, et qui en plus te nourrissent. Et donc du coup, ça va forcément créer des synchronicités aussi, parce que tu es en accord avec qui tu es. Exactement. Tu ouvres le champ de la vie en toi, tu accèdes au potentiel infini qui est en toi, et tu l'exprimes, et ça te permet également de gagner ta vie, c'est-à-dire de pouvoir vivre de cela. Je pense qu'on se rapproche d'une expérience très pratique du bonheur. Pas une philosophie du bonheur, mais une expérience très incarnée de ce qui peut rendre heureux. En tout cas, jusqu'alors, c'est un peu ce que j'ai expérimenté, et c'est très cher pour moi. Transformer mes centres d'intérêt en projet. Faire ce qu'on aime un maximum de fois. Exactement. Ouais. Exactement. Sans honte, sans préjugés. Commencez déjà par accepter, par faire la liste de cela. Mais les gens, quand je communique là-dessus, les gens considèrent que je suis chanceux de faire ce que j'aime. C'est très bizarre, hein? La chance appartient à ceux qui travaillent dans cette direction-là. Il y a ce proverbe ou cette citation qui dit plus je travaille, plus j'ai l'impression que j'ai de la chance. Et dans le sens travail, c'est dans le sens de faire quelque chose. J'ai une idée, je fais en sorte d'agir dans cette direction-là, et dans ce coup, je vois la chance apparaître. C'est ça. C'est ça. Et du coup, je retourne la question aux gens en leur disant, quand j'étais jeune, en fait, je suis juriste international. J'ai fait des études de droit. Et très vite, je me suis rendu compte que je ne serais pas avocat international, je ne serais pas juriste, et ça ne servait à rien d'attendre 50 ans pour changer de vie. Donc, j'allais changer de vie tout de suite. Donc, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire de la vie, de ta vie? C'est vertigineux comme question. Et j'ai pas eu de réponse. Je suis incapable, même aujourd'hui, de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. J'en sais rien. Donc la seconde question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Et là, j'ai eu des éléments de réponse. Et à l'époque, j'ai eu plein de choses, mais deux choses qui sont remontées beaucoup plus haut. C'était la télévision, regarder la télévision, parce que j'ai eu un accident quand j'étais jeune, j'ai eu une longue convalescence et je regardais beaucoup la télévision. Enfin, ça a participé à ma guérison. Et quand j'étais enfant. Et puis ensuite, adolescent, j'ai découvert le yoga. Et donc, c'était le deuxième élément. C'était trop jeune pour moi. J'étais trop jeune à 25 ans pour devenir prof de yoga. Enfin, à l'époque, je ne l'envisageais pas. Donc, j'ai commencé à agir dans le sens de travailler en télévision. Et un an après, je travaillais en télévision. Donc, du coup, je retourne la question aux gens qui estiment que je suis chanceux de faire ce que j'aime. Je leur demande ce qu'ils aiment. Et je suis très surpris de me rendre compte que les gens ne parviennent même pas à identifier ce qu'ils aiment, leur source de plaisir, ce qu'ils aiment dans la vie. C'est comme si tout était à la fois égal et dans l'échelle de plaisir très bas. C'est très étonnant. Tout devrait être égal, mais dans l'échelle de plaisir haut. Exactement. C'est-à-dire prendre du plaisir, aimer, pas forcément quelque chose de spécifique, mais aimer la vie en elle-même. Exactement. Chaque élément de la vie. C'est exactement. En tout cas, ce qui nous est donné à vivre, ce qui se présente à nous, pour que ce soit une source de plaisir. Ouais. Quand on nous pose la question, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime vivre. C'est exactement ça. C'est une bonne réponse. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et comment tu pourrais tourner cela en projet de vie? Là, ça deviendrait aussi concret. Comment tu pourrais agir dans ce sens-là pour non seulement rendre ta vie intéressante, mais également créer quelque chose qui crée du lien avec les autres? Pour moi, j'ai la réponse sur mes doigts. Je me suis fait tatouer 3 mots qui, pour moi, correspondent un peu à ce que tu viens d'exprimer dans la totalité. J'ai grateful, exciting, serve. Donc, en gros, c'est pour moi 3 étapes super importantes. Donc, il y a 3 questions. What am I grateful for? En quoi je suis reconnaissant donc de ce que j'ai, ce qui est déjà là, juste de l'observer, de le ressentir, de l'apprécier. Puis, what exciting things can I do today? Qu'est-ce que je peux faire d'excitant aujourd'hui? C'est-à-dire un peu mettre des épices sur mon plat,
le relever un peu plus, faire en sorte que ce soit encore plus beau, plus enrichissant. Et how can I serve? Comment je peux utiliser tout ça, tout ce que j'ai pu créer, et le partager? Donc c'est 3 questions que je regarde régulièrement. J'y pensais fréquemment, mais je me suis dit que ça pourrait être bien de les avoir sur mes doigts, parce que j'ai besoin de les écarter et de m'en rappeler. C'est magnifique. C'est le sens de la vie. C'est le sens du vivant. C'est quoi l'impact que tu vas avoir? Le premier impact que je voulais avoir, c'était sur moi, sur ma vie. Sentir que j'étais en vie, et heureux dans ma vie, et bien dans ma vie. Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas si les autres autour de moi, mes gens proches, n'étaient pas bien dans leur vie. Donc j'ai commencé à les aider à être bien dans leur vie. Et ça a commencé à mieux marcher. Puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y a tous les gens qui m'environnent, qui sont dans mon environnement, mes voisins, que je rencontre dans la rue, qui sont physiquement présents autour de moi, mais que je ne connais pas. Et s'ils sont mal dans leur vie, comment je peux être bien dans ma vie? Et donc du coup, ça a commencé à justifier, à motiver ce que j'ai commencé à faire, mes projets. C'est vraiment ça, au départ. Puis aujourd'hui, je ressens que les gens que je ne connais pas et que je ne rencontre pas sont tout aussi importants que les gens que je connais. Et qu'on ne peut pas être bien si tout l'équilibre autour de nous, du monde, du vivant, est plus mal que nous. Et donc là, c'est une clé très intéressante aussi pour continuer à être de mieux en mieux, qui va aussi dans le sens de la vie et du vivant, qui va aussi dans le sens, disons, de la lumière, pour parler de spiritualité. C'est pour continuer à s'élever, à être de plus en plus heureux en tant qu'être humain et vivant, c'est d'aider les gens à être plus heureux que soi. Et nous, on se nourrit de ça en plus. Et ça circule. Énergétiquement, c'est... Parce que quand tu parlais des voisins, ce que je ressentais directement, c'est du coup l'énergie que les personnes émettent en fonction de comment elles se sentent. Et ça affecte pas uniquement nous, mais leurs voisins également. Et ça se propage. Donc faire en sorte qu'un maximum de personnes se sentent bien, ça propage le mouvement automatiquement. Et merci infiniment pour ta présence. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ta présence de tous les jours sur cette planète, à faire ce que tu fais. Et j'ai hâte de voir qui va être cette prochaine personne que tu vas faire venir. Et je te remercie infiniment de faire venir cette personne que je ne connais pas, parce que je sais qu'elle va apporter beaucoup. Et que grâce à toi, un nombre de personnes énorme à cette opportunité-là. Donc merci pour ta présence, merci pour ce que tu fais. Et c'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Merci 1000 fois, Jean. Et je te connais. Et c'est un grand plaisir de te connaître. Merci beaucoup. Merci.